L'affaire Samuel Eto'o avec la FECAFOOT et les multiples staffs, ce n'est pas une affaire du sport. C'est un piège qui a été bel et bien tendu pour non seulement détruire sa célébrité, sa popularité, mais aussi pour mieux le manger. Samuel Eto'o est un homme qui a eu cette main de Dieu, comme celle qui a été posée sur Maradona, pour réussir avec ses pieds. Au-delà des pieds, des sportifs souvent ont réussi à aller même au-delà, à devenir, pourquoi pas, ministre ou chef d'État. Mais est-ce possible dans le régime Biya? Le syndrome George Weah a commencé à trottiner dans la tête du régime Biya. Et le pire, c'est que les multiples sorties, lorsqu'il va dans des régions ou dans des villes, et particulièrement encore dans le Grand Nord ou même dans le Sud, natal de Paul Biya, Samuel Eto'o attire beaucoup de foule. J'en avais déjà attiré une certaine alerte. Mais puisque, quand je parle, les gens sont tellement sûrs d'eux que ce n'est qu'à la fin, on revient souvent me dire « Ah, j'y avait pourtant dit ceci. » Je parlais du syndrome Weah. Mais ce syndrome a surtout eu à naître par la publication de photos, des rencontres, des invitations au haut sommet d'autres États où Samuel Eto'o a souvent été invité. Samuel Eto'o est donc devenu un homme d'État, puisqu'il discute avec des chefs d'État, il joue avec les chefs d'État, il est donc puissant puisqu'il a un réseau. Et quand on a un réseau, ça fait peur au régime Biya, dans la mesure où ça bavarde aussi tout autour de vous. Quand il arrive, il a des intentions de remoderniser, bien sûr, le football. Mais derrière le football, contrairement à ce qu'il dit, certains voient qu'il peut avoir un grand appétit. Et on y met donc des espions derrière lui. Parce que, comme j'ai dit, le syndrome Weah hante le régime. Il faut savoir que Ballon d'Or 1995, George Weah va se lancer en politique en 2005. Et là, il va compétir contre Ellen Johnson Sirleaf. Tout le monde rigole, se disant, oh, les footballeurs, qu'est-ce que celui-là c'est de la politique et tout ça. Bam! Il réussit à sortir deuxième à cette élection présidentielle avec 40,6%. Un score qui va faire que tout le monde commence à trembler. Parce qu'il a la célébrité. Bien qu'ayant échoué, il ne va pas s'arrêter là. Il va chercher un autre poste électif, c'est-à-dire le Sénat. Et là-bas, c'est le fils de Ellen Johnson Sirleaf qui va rencontrer comme adversaire. Nous sommes en 2014. Il va le battre à plate couture. Il devient donc sénateur. Le boulevard Gaylord était déjà ouvert, puisque lui également avait un carnet d'adresses. 2017, l'inévitable arriva. George Weah est donc devenu chef d'État.
Et quand on voit Samuel Eto'o, bien évidemment, il peut avoir de la carrure, il peut avoir ceci et cela. Je dis souvent de ceux-là qui disent, est-ce qu'il a le niveau? Il a quoi? Il a ceci. Vous êtes sérieux, vous là? C'est avec le niveau qu'on devient chef d'État? Sinon, Aïdjo ne serait jamais devenu chef d'État. Vous allez dire, c'était autrefois. Mais attendez, vous oubliez que Lula avait quel niveau? 2 fois, il est devenu chef d'État. On le met en prison, il revient, il gagne encore. Lula a quel niveau d'études? La première puissance africaine a été dirigée par qui? En Afrique du Sud. Ce n'est pas avec l'homme aux multiples femmes là qu'on ne sait pas si c'est arrêté au cours élémentaire, au cours élémentaire. Non. Il n'est pas devenu président. En France ici, le meilleur premier ministre c'était Pierre Bergovoy, CAP. Donc laissez l'affaire de l'école. On ne vote pas l'école, on ne vote pas les docteurs. La preuve, vous avez, ce n'est qu'au Cameroun où vous avez les ministres qui sont des professeurs agrégés, les plus chefs d'État, professeurs agrégés en Afrique. Mais citez-moi, Macron est professeur agrégé, le président chinois agrégé, japonais agrégé, les États-Unis agrégés. Donc c'est Paul Biya qui sait que Samuel Eto'o est un danger pour lui. Mais lui, il appelle papa, 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 comme si Paul Biya était un naïf. Et d'ailleurs, j'avais dit que Paul Biya avait collé sur Samuel Eto'o la DGRE. Et un jour, il était avec ses frères Bassa, convaincus qu'ils sont en famille. Or, l'un travaille à la DGRE. Samuel rappelle quoi? Ce jour-là, on t'a fait dire ce que tu avais dans ton ventre. Et devant ta mère. Et c'est là où tu avais dit que tu voudrais devenir chef d'État. Tu avais été enregistré. Comme d'ailleurs on t'enregistre régulièrement. Cet enregistrement est arrivé au sommet de l'État, entre les mains de Paul Biya. La FECAFOOT n'est qu'un piège, où on a voulu juste te salir. Parce que si tu mets les mains dans le cambouis, même si tu n'as pas volé, ils vont dire le voici. Il a volé tel nombre de milliards. Cette communication ne vient que du palais de Toudi. Si Paul Biya, qui est ton père, t'aimait, il n'y aurait pas eu le discours. On a beau me dire que c'est quelqu'un d'autre qui écrit le discours, mais c'est lui qui l'a lu. Et il voit ce qui est en train de se passer avec moi les combis. Tous ces pièges, c'est pour t'affaiblir. D'abord pour t'amener à lui. Chanter, je reviens vers toi, papa. Oui, je reviens vers toi, papa. Moi, je n'ai jamais voulu devenir président. Oh, moi, je reviens vers toi, papa. Il rigole. Samuel, ton cas est lourd. À l'époque, j'avais dit à Tang Mabara, quand je lui avais dit, monsieur le secrétaire général, vous irez bientôt en prison. Il avait ri. Même chose quand j'avais dit à Tang Nakuna, ici à Paris.
J'étais dans une boutique Tangara. Il achetait ses vestes. Il m'avait pris pour un fou. Chacun d'entre eux est tombé. Parce que Paul Biya, c'est quelqu'un qui est comme une ruche. Il y a du miel. Mais sauf que dès que tu viens te mettre là, tu ne pars plus. Il te tient. Tu es tellement sûr. Et qu'est-ce qui se fait donc au palais? Ce que tu vois, qui disent qu'ils sont tes amis là, ça se fait en trois groupes. Ceux qui font, ceux qui te combattent, ceux qui te disent que voici ce que le chef d'État a dit, et d'autres qui te rassurent qu'il n'y aura rien. Même Bongo, qui utilisait les Indiens et les Burkinabés marabouts, il avait été convaincu jusqu'à la dernière minute que Paul Biya n'allait rien faire contre lui, que c'était son père à lui. Mais quand Paul Biya sait que tu lorgnes son pouvoir, ou que tu as même eu l'intention, ou que tu es devenu populaire, tu deviens un danger pour lui, même si tu n'as pas cette intention. Maître Ngongo, c'est comme ça qu'il a payé. Et d'ailleurs, Marafa, c'est le dernier exemple. Le tout récent exemple, c'était quoi? Marafa, avec le Nord, et il avait commis l'erreur de dire à un ambassadeur américain qui parlait avec lui, et ça nous sommes en 2006, qu'il pourrait devenir président. Il envierait être président. Mais seulement si Paul Biya le veut. Et c'est le câble Wikileaks en 2010 qui malheureusement va publier cela. Voilà les problèmes de Marafa. Paul Biya avait piégé Joseph Oona. Il l'avait appelé exactement comme avec Marafa. Il avait dit à Joseph Oona, bon, voilà, vraiment, je crois que j'ai beaucoup travaillé. Comme il avait dit à Marafa, je crois que tu es bien formé. Est-ce que tu es prêt à pouvoir diriger maintenant? Marafa lui avait dit que, oui, vraiment, patron, comme vous avez déjà beaucoup dirigé là et que c'est votre dernier mandat, si vous me donnez le pouvoir, je prends, non? Il a dit, ok. Il a voulu faire ça avec Joseph Oona. Joseph Oona avait dit, moi, vraiment, patron, vous avez encore de la force, continue. Avant même de débarquer Marafa, Joseph Oona avait appelé Marafa chez lui en Congo. Monsieur Marafa, est-ce que vous êtes même en train de vouloir, est-ce que vous avez envie de devenir président? C'est là où Marafa lui dit, oui, je voudrais être président, mais sauf si je ne peux, il n'y a qu'une seule condition, si le président ne se présente pas, comme ça, je peux être candidat. Joseph Oona lui a dit, comme tu as fini de parler là, dès que tu sors de chez moi là, prends tes clics et tes claques, fuis. Marafa a dit, hein? Il dit, fuis. Quitte le pays. N'est-ce pas que Marafa, il avait toujours confiance en lui. Mais il allait là-bas à Garoua, il se tenait là, et puis, boum! C'est Mbarangale qui l'appelle. Non, t'attends là, à Yaoundé, vraiment pour ceci et tout ça, vraiment le chef. Tu sais qu'on célèbre le 6 avril là et tout ça, il faut que tu sois là. C'est comme ça que Marafa est revenu à Yaoundé. Il arrive au palais des congrès, les gens le regardent comme ça et tout. Il croit qu'il est star, exactement comme on avait fait
avec mes bongos. Ah, monsieur le président, ah, monsieur le ministre. Parce que même quand Paul Biya veut vous arrêter, c'est là où il vous embrasse beaucoup. Oh, monsieur le ministre. Parfois même vous êtes en train de jouer. Quand vous partez de là, on vous apprend à la maison que vous n'avez pas suivi que vous avez été relevé au journal. Il avait fait ça à Tite et Bourgoin. Celui qui était à la GP, qui le gardait. Il s'était séparé comme ça. Le gars, il arrive chez lui. Il est déjà relevé. Alors qu'ils venaient d'être ensemble. Marafa est convoqué au TCS pour aller faire un témoignage sur le truc de l'Albatros, où il n'a volé rien du tout. Même, nous sommes le 16 avril 2012. Direct, 7. Aujourd'hui, Marafa a même perdu son œil droit. Il supplie Paul Biya d'aller même se faire soigner. Rien. Tu vas mourir là-bas. C'est comme ça avec Biya. Vous dites que oh, c'est papa. Hein? Ok. Moi, vous dites simplement, hein, dites-moi le fidèle, l'homme que Biya a laissé étant célèbre. Vivre autour de lui. Tourner autour de lui. Juste parce que vous dites que, oh, je ne serai pas. D'ailleurs, je crois que, voilà ce qu'un ambassadeur américain a d'ailleurs écrit à Biya pour libérer, pour supplier, même aux États-Unis, parce que c'est lui qui avait donné cette, voilà, c'est lui qui avait fait ce câble-là sur Wikileaks et malheureusement, ça s'est retrouvé ailleurs. Bon, voilà. C'est l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur américain, Niels Marquardt, ancien ambassadeur des États-Unis au Cameroun, en Guinée équatoriale et je crois aussi à Madagascar. Non, Madagascar et Comores. Voilà ce qu'il écrit sur Marafa, hein. Mais surtout, il écrit au gouvernement américain. En juin 2022, le gouvernement britannique a décidé d'extrader Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, vers les États-Unis afin qu'il y soit poursuivi pour avoir diffusé en 2010 des centaines de milliers de documents confidentiels volés au gouvernement américain. Cette décision rapproche un peu plus l'intéressé de la reddition des comptes. Assange fera sans nul doute appel à cette décision. Je souhaite vivement qu'il perde de nouveau et qu'il comparaisse bientôt devant un tribunal américain. Robin des Bois a une fiction. Le monde verrait et mesurerait peut-être alors l'ampleur des dégâts que ces agissements criminels ont infligés aux amis et alliés des États-Unis. Son procès pourrait également mettre fin à la fiction remarquablement entretenue, selon laquelle ces actes n'ont causé de tort à personne, qu'ils étaient courageux, voire dignes d'admiration. Il est grand temps de rejeter l'idée erronée selon laquelle les agissements de cet individu, dans lequel beaucoup voient un Robin des Bois des temps modernes, ont fait progresser la liberté de la presse ou apporter une transparence bienvenue dans la gouvernance des États. Ce n'est pas le cas. Au contraire, ils ont illégalement sapé le caractère confidentiel du partage d'informations utiles au bon fonctionnement de la diplomatie et indispensable à la promotion des intérêts de l'Amérique. J'écris cette tribune en tant que diplomate américain à la retraite, dont les rapports et notes d'ambassade, comme ceux de mes nombreux collègues, ont été compromis il y a plus de 10 ans par la publication infâme de ces documents volés. Nul ne semble en mesure
de dire combien de personnes dans le monde, parmi lesquelles de nombreux amis de l'Amérique, ont été lésés par les publications de Wikileaks. Mais je connais au moins un cas où un honnête homme a passé plus de 10 années de sa vie en prison pour des crimes présumés, jamais prouvés devant un tribunal. Cela s'est produit au Cameroun, où j'ai été ambassadeur des États-Unis entre 2004 et 2007. Là-bas, peu après la publication de Wikileaks, Marafa Hamidou Yahya, diplômé de l'Université du Kansas, a été emprisonné. À l'issue d'une procédure expéditive, il a été condamné à 25 années de prison pour corruption sans aucune preuve. Avant son arrestation, Marafa Hamidou Yahya avait occupé plusieurs postes ministériels, notamment celui de secrétaire général de la présidence, sans doute le deuxième poste le plus important du pays. Des représentants de notre ambassade, oh là là, j'attire l'attention de Samuel Eto'o encore. Mais entre-temps, je suis sur Marafa. Marafa Hamidou Yahya avait occupé plusieurs postes ministériels, notamment celui de secrétaire général de la présidence, sans doute le deuxième poste le plus important du pays. Des représentants de notre ambassade que dirigeait alors Robert Jackson ont assisté à son procès et l'ont dénoncé comme étant une farce. Bien qu'aucune preuve n'ait été fournie, le prévenu a été reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui. Depuis le rapport annuel du département d'État sur les droits de l'homme, qui est soumis au Congrès des États-Unis, présente M. Marafa comme un prisonnier politique. Il est incarcéré dans une prison militaire, dans une cellule humide où la lumière du jour ne peut filtrer. Après son arrestation, celle qui fut sa fidèle secrétaire pendant une vingtaine d'années a été sauvagement assassinée à son domicile. Quant à son épouse, elle est morte sans avoir pu lui rendre visite, ne serait-ce qu'une seule fois. Les Nations Unies ont officiellement déclaré que la détention de M. Marafa était arbitraire et ont exigé sa libération immédiate, ainsi qu'une indemnisation pour les dommages qu'il a subis. Cette requête n'a pas abouti, tout comme celle présentée à plusieurs reprises par l'ancien ministre lui-même pour raison de santé. Candidature à la présidentielle, 7 anciens ambassadeurs donc, des États-Unis au Cameroun, dont France Cook, Ariel Issom, Charles Tuing, John Yates, George Staple, Janet Garvey et Robert Jackson, qui connaissent et respectent M. Marafa, ont écrit avec moi aux administrations américaines successives pour leur demander de nous aider à obtenir sa libération. En vain. L'administration Biden est pleinement consciente de cette situation. Mais à ma connaissance, elle n'a pris aucune mesure énergique en ce sens. Or, la santé du prisonnier s'étant considérablement détériorée au cours de ces 10 années de prison, il est de plus en plus urgent d'agir. Cet homme âgé a survécu au Covid-19 dont il n'est pas vacciné. Devenu presque complètement aveugle, il souffre d'un grave problème cardiaque et a absolument besoin d'un traitement qui n'est pas disponible au Cameroun. Récemment, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a écrit à de nombreuses reprises au gouvernement camerounais, lui enjoignant de fournir à M. Marafa un accès immédiat à des soins médicaux adéquats, indispensables pour préserver sa vie.
Jusqu'à présent, cet appel n'a pas été entendu. M. Marafa a pourtant répété qu'il accepterait de partir en exil pour pouvoir se soigner, renonçant implicitement à tout rôle politique futur dans son pays. M. Marafa a été accusé de corruption, mais son seul véritable crime est de m'avoir dit, en toute confidentialité en 2006, qu'il pourrait être intéressé par une éventuelle candidature à la présidence du Cameroun, dans l'éventualité où Paul Biya quitterait ses fonctions. La section politique de mon ambassade, que dirigeait habilement Catherine Brooker, actuelle chef de mission adjointe à Ottawa, avait naturellement rapporté cette information à Washington dans un câble évoquant les scénarios possibles de la succession Biya. Lorsque ce câble a été publié par Wikileaks en 2010, cette confidence de Marafa a immédiatement fait la une des journaux camerounais. Cela a conduit directement à son arrestation, puis à son procès spectacle l'année suivante. Au Cameroun, où le quasi-nonagénaire Biya a fêté ses 40 années au pouvoir, la succession du président est un sujet si sensible que la simple évocation par M. Marafa de ses éventuelles ambitions a ébranlé le délicat équilibre tribal et politique du pays. De toute évidence, la coterie de M. Biya, composée essentiellement de chrétiens du Sud appartenant à la tribu Beti, s'est sentie menacée à la perspective de voir M. Marafa devenir président, au point qu'elle a décidé de le mettre définitivement sur la touche et qu'elle a manipulé le système judiciaire du pays à cette fin. M. Marafa était musulman du Nord, comme l'était Amadou Ahidjo, le seul autre président du pays depuis l'indépendance. Après avoir été pendant 40 ans le privilégié du système, rien ne dérangerait davantage les sudistes que l'idée d'un nordiste reprenne le pouvoir. La publication de Wikileaks s'est produite sous l'administration Obama-Biden. De nombreux responsables de l'administration actuelle occupaient des postes de haut niveau à l'époque. Ils sont donc parfaitement au courant de l'injustice que constitue l'incarcération de M. Marafa. Il n'est donc pas nécessaire de leur rappeler qu'il est de la responsabilité de notre gouvernement de protéger ceux qui ont pâti de la fuite massive de confidences qui avaient été partagées avec nous en toute bonne foi. Ces responsables n'ont pourtant pas pris de mesures et n'ont même pas eu la curiosité de chercher à savoir combien d'autres cas Marafa existent de par le monde. Lorsque j'ai demandé au Bureau of Intelligence and Research de m'aider à rassembler les faits relatifs à cette affaire, il a décliné au motif que Wikileaks n'était pas une question relevant du renseignement. Je continue de croire que la décence élémentaire, la loyauté et le fair play obligent les États-Unis à suivre de près le cas Marafa et des affaires similaires jusqu'à ce que justice soit réellement rendue. Non seulement ce serait la bonne chose à faire, mais cela montrerait à nos amis et collaborateurs du monde entier, y compris à ceux qui ont été affectés par Wikileaks, au point qu'ils ne veulent plus parler aux diplomates américains, que même après avoir laissé se produire un événement aussi stupidement tragique, l'Amérique se montre à la hauteur de ses responsabilités. En outre, je crains que les États-Unis soient en train de perdre la bataille de l'opinion mondiale sur cette affaire de Wikileaks. Avec l'extradition d'Assange et les poursuites judiciaires qui l'attendent,
Le moment est venu d'expliquer pourquoi cette affaire est importante et pourquoi nous la prenons autant au sérieux. Les arguments spéciaux selon lesquels Assange était un journaliste qui défend la liberté de la presse et la transparence trouvent malheureusement un écho auprès d'un trop grand nombre de citoyens, dont peu ont une idée du tort qui a été causé à M. Marafa. D'autres amis qui avaient fait confiance aux États-Unis ont connu un sort similaire, voire pire, qui racontent leur histoire. Si nous ne redoublons pas d'efforts pour expliquer tout cela, les États-Unis apparaîtront une fois de plus comme un pays de tyrans qui dépasse les bornes. Si le vol et la divulgation par Wikileaks de secrets gouvernementaux justifient l'extradition de Julian Assange et de le poursuivre en justice plus de 10 ans après les faits, ne devrions-nous pas nous préoccuper des victimes de ce crime et prendre des mesures pour remédier à des situations telles que celle de M. Marafa? Pendant ce temps, Paul Biya dirige un Cameroun vacillant et sénescent, réprimant de manière incompétente et dans le sang la sécession anglophone, laissant Boko Haram franchir ses frontières de manière largement incontrôlée et contribuant à présider un pays richement doté qui, sous son règne, est loin d'avoir profité de son extraordinaire potentiel. Nul ne sait ce qui se passera lorsqu'il quittera enfin la scène, mais beaucoup redoutent que la transition s'accompagne d'une période de violence généralisée. Quelle occasion manquée qu'une personnalité aussi compétente que M. Marafa, qui a été éduqué aux États-Unis, ne figure plus parmi les solutions possibles au drame politique qui se profile au Cameroun. Reste la possibilité qu'il soit libéré afin de pouvoir suivre un traitement médical en exil et qu'il puisse ainsi vivre ses derniers jours dans la dignité et la liberté. Nous devons faire pression en faveur de cette issue, en faisant clairement savoir que le gouvernement américain le soutient et reconnaît sa responsabilité directe dans sa situation actuelle. Il n'est pas trop tard. Voici deux choses que les lecteurs de Foreign Service Journal peuvent faire pour nous aider. Premièrement, écrire à leurs représentants au Congrès, en particulier s'ils siègent à la Commission des Relations extérieures du Sénat ou à la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, pour demander au département d'État et à la Maison-Blanche d'agir pour obtenir la libération de M. Marafa. Une forte expression de l'intérêt du Congrès pourrait aider le département d'État à trouver le courage qui lui fait défaut pour s'occuper de cette affaire. Et n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à niels@iclark.edu pour obtenir un modèle de message qui puisse facilement être collé dans un courriel adressé à votre sénateur. Deuxièmement, si un lecteur a connaissance d'autres amis des États-Unis qui ont été affectés négativement par les révélations de Wikileaks et qui ont besoin de l'attention de notre gouvernement, qu'il m'envoie ces informations par courriel. Je les partagerai avec l'INR qui est, selon moi, la structure la mieux appropriée pour compiler l'ensemble des informations portant sur les effets néfastes de Wikileaks. Nos gouvernements successifs ont fait preuve de courte vue et ont réagi de manière inadéquate. Notre incapacité à défendre vigoureusement les victimes de Wikileaks durant la décennie écoulée est quasi honteuse. Il n'est cependant pas trop tard pour que nous corrigions le tir. Pour cela, nous devons être plus nombreux à nous exprimer. Aidez-nous
à le faire. Ceci devrait interpeller donc ceux qui croient que Paul Biya est leur père. Marafa était le fils de Biya. Il a été le seul rescapé que Biya a récupéré directement après le 6 avril 1984, qu'il a qualifié de coup d'État par rapport aux nordistes. Mais vous voyez dans quel état il a abandonné Marafa. Au Languenave, l'avenir, Biya l'a broyé. Le voilà qui est fini à Kondengui. Un sportif de haut niveau, quand tu côtoies les dictateurs, ils finissent exactement par te faire ce qu'on appelle manger avec le diable. Ils mangent avec toi. Mais en fait, c'est toi qui vas servir des desserts. Il va te manger comme dessert. Encouragez-les. Dites qu'ils sont bons. Que c'est vos pères. Ils ont tout fait. Mais ne venez pas pleurer. Parce que je vais prendre le peuple camerounais à témoin. Que n'est-ce pas, j'avais dit. Et même, toute votre vie, ça va vous poursuivre. Ça va vous poursuivre. Le peuple vous demandera. Vous savez, j'ai parlé des footballeurs qui avaient un grand talent, des Maradona et consorts qui ont pris des engagements politiques. Mais vous oubliez quelqu'un qui d'ailleurs s'est filmé plusieurs fois avec Samuel Eto'o. C'est le roi Pelé. Maradona a été Dieu, bien que étant désormais dans sa vie. Mais Pelé n'est resté que roi. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le roi Pelé avait été utilisé par la dictature. Et il était tombé dans le piège que nos anciens lui ont tendu. C'était une dictature militaire qui était installée au Brésil de 64 à 85 avec le général Emilio Médici. Il a utilisé Pelé. Pelé ne dénonçait pas. Il torturait les opposants. Il les emprisonnait. Pelé ne parlait pas. Bien au contraire, Pelé était content de faire partie de l'élite, enfin, le seul noir à être dans ce milieu-là, puisque en 1961, il avait déjà été décrété que Pelé était un trésor national, donc il ne pourrait même pas être transférable. Or, il remporte la Coupe du Monde à 17 ans. Puis il fait le doublé. Quand il doit remporter la troisième Coupe du Monde en 1970, Médici, le général, Emilio, il est en difficulté. Il va se servir de la popularité de Pelé. Quand Pelé revient, il se filme avec lui, avec le trophée.
on va même produire des affiches. Le genre d'affiche que Marine Le Pen a copié ici dans l'extrême droite. Hein. Le Brésil, tu ne l'aimes pas, tu le quittes. Avec l'image de Pelé et le général Médicis qui venait de tuer, vous vous rendez compte, 431 personnes, sa dictature, au moins c'est ce qui avait été répertorié. Mais Pelé n'avait jamais dénoncé. Jamais. Il va dire, vous croyez que je suis un super homme et tout et tout. Ça c'est quand le général est tombé. Hein. C'est là où que Pelé a commencé à se justifier comme ça. Parce qu'on disait qu'il faisait partie des traîtres. Si Pelé n'avait pas remporté les 3 coupes du monde, n'était pas ce que, et qu'il n'avait même pas l'appui de la FIFA, mais Pelé aurait fait peut-être de la prison lorsque la dictature est tombée. Mais il a été malin, contrairement à d'autres qui prennent les postes là. Puisque je crois qu'en 85, on avait proposé un poste de ministre à Pelé. Oui, je crois que c'était... Oui. Oui. Il avait refusé. On lui avait aussi proposé un autre poste, je crois, en 89. En 89, c'était José Sarney qui lui avait le président José Sarney. En 85, c'était le président Neves. Il avait refusé. Parce qu'il savait qu'il est déjà dans le viseur. Le peuple disait déjà que, mais quel est ce monsieur avec tout ce qu'il a comme potentiel? Pelé était plus populaire que le pape. Il était l'homme le plus populaire du monde. Au lieu de dénoncer les atrocités, shut up. Et d'ailleurs, même le général avait dit que la photo qu'il avait eu à faire avec Pelé dépassait n'importe quel but inscrit dans le monde. Regardez Don Odion. Il court se filmer avec un vieux dictateur qui a tué, qui a fait des exécutions extrajudiciaires, soit disant que c'est le coup d'État, qui est en train de tuer les gens là-bas, dans le Nozo, les femmes, les enfants, mais vous dites que c'est votre père, hein? Mais je croyais que 2025, au moins vous taisez. Vous dites, je suis neutre, je ne veux pas me prononcer. Mais quand vous vous prononcez, moi j'ai déjà fait beaucoup d'années en exil. Vous êtes incapable de faire ne serait-ce que 3 mois, 6 mois. Vous voulez seulement être là, dans le palais, vous balader, vous faire ceci et tout. Quand Pelé devient ministre, je crois qu'il devient ministre des Sports, oui, en 1995. Est-ce qu'il avait réussi? Le même gouvernement a commencé à lui mettre les bâtons dans les roues. Dont les Yao Avalanche, qui était le président de la fédération, il était ministre des Sports. Hein. Même comme il a créé ce qu'on a appelé la loi Pelé. Mais il n'y a rien sur le plan social. Vous arrivez au Brésil, on va vous dire que non. Mais vous allez voir à Cuba, au Venezuela, Maradona, vous allez partir en Argentine, Maradona et tout et tout. Parce que Pelé était celui qui voulait. Et il était content qu'il est le premier noir à être dans le gouvernement des Blancs.
Voilà, ça c'était sa satisfaction. Il était premier noir à être dans le gouvernement des Blancs. Ah, ça c'était très très bon. Alors, il avait accepté le poste qui lui avait été proposé par Cardozo. Mais comme je continue à vous le dire, avec Biya, que vous preniez le poste ou pas, qu'il fasse semblant de vous nommer, sachez que vous êtes véritablement en danger. Surtout lorsqu'il vous soupçonne déjà. Et les informations que j'ai ne sont pas du tout